Ça va, Frédéric? Ça va. Ouais. Bonjour. Alors, je discutais avec Nassim, parce que moi j'ai joué au foot pendant des années, hein. Ouais. C'était ma seule passion de la vie, et Nassim joue toujours au foot, hein. Alors, Mhm. j'ai appris que Ouais. Mbappé, dans son contrat, le contrat qu'il avait au PSG, il était indiqué que c'était lui qui devait tirer les pénaltys pour le Paris Saint-Germain. Ah ouais? Jamais vu ça de ma vie. On a eu de très grands joueurs dans le passé de football que tout le monde connaît, mais jamais un joueur de football, même le meilleur joueur du monde, n'a inscrit ça dans son contrat. C'est déplacé. C'est le coach qui doit désigner le tireur de pénalty. C'est le coach qui fait l'équipe. Enfin, Mais pas qu'à certains moments même, il voulait choisir les équipiers. ouais, bien sûr. Il voulait être le boss. Quoi, de... Oui, mais c'était le roi du monde à une époque en France, hein. Bah, Là, depuis qu'il est au Real, apparemment, il n'a pas le niveau, donc son étoile est en train de tourner, hein. Mais moi, je suis le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas inscrire dans mon contrat avec le club que je veux tirer les pénaltys. Bon. En plus, le Mbappé, sa force, c'était juste de courir comme un lévrier, c'est tout. Oui. Tout, Mais il a plus sa force de ouais. vitesse. En plus, ça n'a jamais été un joueur de tête, ça n'a jamais été un joueur de pénalty, tireur de pénalty, jamais un tireur de coup franc. C'était un bon joueur, mais est-ce qu'il n'a pas été non plus surévalué, hein? Mais c'est peut-être pour ça qu'il voulait tirer les pénaltys pour apprendre. Quoi. Enfin, là, c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est le coach. C'est le coach qui doit désigner le tireur de pénalty. Et voilà. Et le tireur de pénalty, c'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe, hein. Attendez, pas C'est celui qui est bien dans sa tête. Quoi. Voilà, t'as des joueurs qui ont des aptitudes pour tirer les pénaltys et d'autres non. Et c'est pas forcément le meilleur joueur du club qui doit tirer le pénalty. C'est comme d'ailleurs, c'est pas forcément le meilleur joueur du club qui doit être le capitaine. J'entendais un journaliste sportif dire que normalement le capitaine d'une équipe c'est le meilleur joueur. C'est pas vrai. Moi j'ai joué au foot des années. Il arrive parfois que c'est pas le meilleur joueur qui est le capitaine d'une équipe. C'est celui qui a l'autorité, du calme, de la prestance, hein. Parfois, c'est le meilleur joueur. Quand il s'appelle Zidane ou Platini, évidemment. Mais justement, Platini, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un match avec le Brésil. Ouais. Il avait pris le ballon, il avait embrassé et il avait raté le cadre. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, il y a eu un match très important de la Coupe du Monde où il a raté un pénalty. Il avait embrassé le ballon en plus. Avant, et c'était une des rares fois où il avait raté un pénalty. Mais Platini, c'était un joueur magique, extraordinaire. Bon, malheureusement, il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Il aurait mérité, mais c'était et la Coupe d'Europe aussi. Il a gagné le championnat d'Europe en 84 à Paris, si. Avec les Verts. Ouais, non, il a gagné le championnat d'Europe des nations avec l'équipe de France en 84. Ouais, moi je pensais plutôt au Vert, à la Coupe d'Europe. Si, avec la Juventus de Turin, il a gagné la. Oui, mais pas avec la France. Ah non. Ouais, non, c'est vrai qu'après il est parti à l'étranger. C'était un joueur fabuleux. Il avait, je sais pas, dans sa tête, il voyait la disposition du terrain, les joueurs. C'était un joueur fabuleux qui est un peu mésestimé à l'heure actuelle. Voilà. Ouais, les coups francs aussi, oui. Les coups francs magiques qu'il tirait, ouais. Je ne sais pas si ça existe encore des tireurs de coups francs à l'heure actuelle comme Platini, hein. À chaque fois qu'il tirait un coup franc, il y avait presque but, hein, presque. Ouais. Voilà, le foot, hein, mais il y a trop de foot à la télé maintenant. On est gavé de foot, gavé de foot. C'est quasiment du foot tous les soirs. Il y a saturation de foot et de sport en général, hein, sur toute la chaîne L'équipe. Le sport, c'est magnifique, mais là, on est saturé de foot, hein. C'est le gavage d'oie. C'est du pain et des jeux, hein, comme du temps de Jules César. Du pain et des jeux pour occuper les gens. Du sport, des séries à la con à la télé, ça occupe les gens. Voilà. C'est vrai que moi je regarde pas la télé, donc la plupart des terrains étrangères pour moi. Terrain incognita pour moi. Ouais, non mais c'est pareil, il ne faut pas regarder trop la télé, hein. Voilà. Sinon sur les événements politiques se sont précipités, hein. Comme je te l'avais dit lors de ma première vidéo qui a eu tant de succès il y a un an, on est tranquille jusqu'au JO. Et après, les problèmes vont commencer. Je t'avais dit ça, pile poil, hein. On a été tranquille jusqu'au JO. Après, il y a eu la dissolution farfelue et inexplicable de Macron. Et ça a été la ratatouille. Une immense ratatouille, on n'est pas sorti, hein. Et je t'avais dit tout l'été 2024, après les élections dans mes vidéos, que cette chambre était plus près d'être ingouvernable que gouvernable, hein. Tu vois, ça s'est révélé exact. Avec ces trois blocs qui sont d'accord sur pas grand-chose. Et au sein des trois blocs, le front de gauche, il y a des divergences profondes entre le Parti Socialiste et LFI. Les macronistes, il y a des rivalités présidentielles entre eux, hein. La maire Borne a quand même écrit un bouquin récemment où elle dit que la rumeur comme quoi elle était lesbienne, ça venait de son propre camp. Tu vois la politique, hein. Et le camp macroniste soutient le gouvernement comme la corde soutient le pendu, hein. Voilà. Donc voilà. Mais je n'aurais pas cru quand même que le RN aurait déclenché sitôt la bombe nucléaire de la motion de censure. Je pense que la condamnation de Marine Le Pen, son éligibilité pour plusieurs années a dû peser dans la balance, hein. Voilà. Mais bon, maintenant on se retrouve avec une chambre ingouvernable, hein.
Mais comme je te l'ai toujours dit, ce qui est le plus grave, c'est pas le budget, budget 2024, budget 2025. Le budget 2024 a été très difficile à faire. Il a eu la peau à la mère Borne. Le budget 2025 est très difficile à faire. Il y a eu la peau du père Barnier. Le plus important, c'est les grandes tendances de fond. Et comme je te l'ai toujours dit, j'en vois deux. La première, c'est le décrochage des classes moyennes, hein, même aux États-Unis, hein, si les Américains ont voté plus pour Trump que pour Biden, c'est qu'ils sentaient un décrochage. Ils sentaient un décrochage de leur pays et un décrochage de leurs conditions. Hein. Donc les classes moyennes ont tendance à s'affaiblir partout dans le monde entier. Hein. Donc ça, c'est la première grande tendance que je vois, le décrochage lent et continuel des classes moyennes. Et la deuxième, évidemment, c'est aussi le décrochage économique et industriel de l'euro, de la zone euro, de l'Europe, hein, qui a été confirmé par Brigitte Lagarde, la présidente de la Banque centrale, qui il y a 15 jours a tenu des propos incroyables. Elle a dit craindre une mort lente de la zone euro. Elle a employé l'expression mort lente de la zone euro. Et c'est pas un complotiste, c'est pas un anti-euro qui a dit ça. C'est Madame Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Et d'autres hauts responsables européens ont tenu récemment des propos très pessimistes. Hein. Gentiloni, le responsable de l'économie au sein de la Commission européenne, a tenu des propos très pessimistes. Et comment il s'appelle? L'ancien président de la Banque centrale avant Lagarde, un Italien. J'arrive jamais à retenir. Meloni, non? Mario Draghi, merci Yacine. A rendu un rapport il y a 2 mois très alarmant sur l'avenir de la zone euro. Ça commence à sentir mauvais, la zone euro, ce décrochage économique et industriel de la zone euro. Toutes ces industries qui ferment, toutes ces entreprises qui ferment en France et en Allemagne, parce que l'Allemagne est privée du gaz russe bon marché pour son industrie. Enfin, il n'y a pas que ça. L'Allemagne, il y a d'autres raisons. L'Allemagne en est à son 8e trimestre sans croissance. L'Allemagne est en récession sévère. Et l'Allemagne, c'était traditionnellement le moteur de la croissance économique européenne. Premier client et premier fournisseur de la France. Donc l'Allemagne est en récession sévère pour des tas de raisons. Il y a le vieillissement de la population. Malgré les 1,5 million de Turcs que Merkel a fait rentrer, il y a un vieillissement de la population. Il y a la rivalité, évidemment, économique et industrielle de l'Asie, et de la Chine et de l'Inde. Il y a tout ce que les écolos ont imposé à l'Allemagne, qui a fait énormément de mal à l'industrie allemande, la fin du nucléaire et bientôt la fin du moteur thermique. Voilà. Et puis le gaz privé, du gaz russe, bon marché, à cause de la CIA, parce que c'est la CIA qui a fait exploser les gazoducs russes. Voilà. Sans que d'ailleurs les services secrets allemands disent quoi que ce soit et sans que les services secrets français disent quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Voilà. Donc la France est en grosse difficulté. La France a des atouts quand même. Hein. La France a des gros atouts. On est très bien situé géographiquement, bordé de mer, ce qui est un avantage incroyable. On est aux portes de l'Europe, on a des infrastructures merveilleuses, un pays avec des grandes infrastructures, on a un taux d'épargne privée, un des meilleurs au monde, le meilleur en Europe, un des meilleurs au monde, je crois que c'est 14 000 milliards, le patrimoine des Français, dont 6 000 milliards d'actifs financiers, dont beaucoup d'assurance vie. Voilà. Donc on a beaucoup d'atouts en France, mais on est un pays désindustrialisé. Et ça, on a remplacé l'industrie par les services, comme je t'ai toujours dit. Pour moi, ça a été une grave erreur. Le sociologue Jérôme Fourquier dit les choses autrement. Il est excellent. Il dit qu'on a remplacé la production par la consommation. Ça revient pareil. Hein. Voilà. Donc, l'avenir de la France est un peu inquiétant, d'autant plus qu'on a un alignement des planètes au-dessus de nos têtes qui n'est pas bon. La croissance économique mondiale ralentit partout dans le monde entier. La Chine n'est plus le moteur de la croissance économique. Personne ne le dit, mais la croissance en Chine s'essouffle sérieusement. Elle n'est pas de 5%, comme le disaient les dirigeants chinois. Elle serait autour de la moitié, hein, pour certaines raisons que je pourrais t'expliquer. Deuxième alignement des planètes qui est mauvais, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est en récession sévère et c'est quand même le moteur de la croissance économique en Europe. Et on n'en voit pas le bout. Hein. On n'en voit pas le bout de la récession en Allemagne. Hein. Voilà. Et le troisième alignement des planètes qui n'est pas bon pour la France pour 2025 et les années qui viennent, c'est Trump. Alors, Trump, tout le monde s'engueule quand on parle de Trump. Il y a des bonnes choses dans Trump, je ne dis pas le contraire. Il ne va pas nous faire chier avec le wokisme. Il ne part pas sur une logique guerrière, hein, le Trump. Les républicains ont toujours été traditionnellement moins interventionnistes que les démocrates. Mais Trump, donc, il ne va pas nous faire chier avec le wokisme. Il ne part pas sur une logique guerrière. Il a nommé un émissaire pour l'Ukraine. Maintenant, ce n'est pas dit qu'il va réussir. Hein. Mais le mauvais avec lui, c'est que c'est America First. Hein. Tout pour l'Amérique. Hein. America First. Donc, il ne va pas nous faire de cadeaux à nous, l'Europe. Quoique l'Europe ne l'intéresse pas beaucoup. Hein. Ce qui le préoccupe surtout, c'est l'Asie, la Chine. Hein. Donc, il risque d'augmenter les droits de douane, de renforcer la guerre commerciale avec l'Europe. Et c'est pas bon pour nous. Trump, c'est le business, c'est America First. Hein. Donc, c'est pas favorable pour la France et pour l'Europe. Voilà.
Mais s'il pouvait devenir un exemple pour la France. Bah oui, on voudrait un président qui soit France first. Hein. Voilà, mais on ne l'a pas. Au premier, encore mieux. Hein. Ouais, mais Macron, lui, il n'aime pas la France. Mitterrand et Chirac, ils étaient ce qu'ils étaient, mais ils aimaient la France. Ça se sentait. Hein. Ils connaissaient chaque canton de France. Ils connaissaient les traditions. Ils aimaient la France à leur manière. Mais Macron n'aime pas la France. Je ne sais pas ce qu'il aime d'ailleurs, à part lui qu'on lui lèche le cul du matin au soir, mais je ne sais pas trop ce qu'il aime Macron, il n'aime pas la France, il n'a jamais eu un mot gentil envers la France, envers les traditions, envers notre histoire, envers notre passé, il n'a jamais eu des mots gentils, non. Mitterrand adorait la littérature française, hein, je veux dire, mais non, mais il n'aime pas la France, je ne sais pas ce qu'il aime Macron, Macron, c'est surtout 1000 milliards d'euros de dettes en plus en 7 ans, avec pas de croissance à mettre en face. Hein. Alors le futur Premier ministre, il a du boulot à faire. Hein. Barnier, je regrette qu'il n'ait pas demandé un audit des comptes publics. Et Barnier, le grand problème avec Barnier, c'est qu'il voulait encore augmenter les impôts. On est déjà numéro 1 mondial. On est numéro 1 mondial des impôts en France par rapport au PIB. On ne va pas encore augmenter les impôts. Ah, évidemment, c'est la solution de facilité, augmenter les impôts, hein, plutôt que de diminuer la dépense. Diminuer le train de vie de l'État, mais Barnier voulait encore augmenter les impôts, alors qu'on est numéro 1 mondial de la pression fiscale. Pensons aux petites et moyennes entreprises qui sont asphyxiées par les impôts et par les charges, et aussi par les normes et les réglementations. Donc on attend un nouveau Premier ministre. Oh, je pense qu'il sera du même tonneau que Barnier. Hein. Ce sera un Macron compatible. Hein. Voilà. Je ne sais pas qui ça va être, mais sa tâche sera difficile. Voilà. Mais bon, déjà, s'il ne pouvait pas nous emmerder avec les normes et les réglementations. Hein. Comme disait Pompidou en 1966, quand il était Premier ministre de Gaulle, arrêtez d'emmerder les Français. Hein. On lui présentait un parapheur avec des tas de décrets de loi à signer. C'était un petit-fils de paysan auvergnat, Pompidou. Hein. Il a rejeté le parapheur, c'est Chirac, hein, son conseiller qui lui donnait. Il a dit arrêtez d'emmerder les Français. On en est toujours là. Il faudrait peut-être arrêter d'emmerder les Français qui veulent travailler, qui veulent enrichir leur pays, qui veulent faire gagner leur pays. Il faudrait peut-être arrêter de les emmerder. Hein. Voilà, non, on attend, wait and see. Hein. Voilà, mais 2025 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Hein. Franchement, là, wait and see. Hein. Ah, tu vois, tu as 3 youtubeurs. Hein. Un seul en direct. Moi, ma chaîne a sauté. Donc, je suis plus en live. Mais par contre, je fais une vidéo dans 7 jours, je pourrais poster une. Donc, à 7 jours de retard. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que tu penses, toi, quand on coupe les youtubeurs, ça va faire quoi après? Ils ont dit que c'était Rachid qui avait dit un ou deux trucs qu'il fallait pas dire. Bah, il faut dire Ils m'ont mis l'extrait. Rachid, il tient des propos qui frisent la ligne rouge. Hein. Enfin, je ne vais pas répéter, mais... Merci. Bon, et je ne dis pas qu'il est méchant, hein. Il n'y a rien de méchant chez lui, mais il devrait faire attention à ce qu'il dit. Hein, quand même. Voilà. C'est ça, parce que sinon il n'y aura plus de youtubeurs après. Maintenant, il ferait pas mal à une mouche, le garçon, il n'est pas méchant, mais il n'arrive pas à contenir sa colère. Et il tient des propos qui sont plus que bruts de coffrage qu'il ne faut pas tenir. Quoi. Voilà, mais il n'est pas méchant, mais il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, un policier il est descendu, il a regardé tous les panneaux. Ah bon? De la manif, et je lui ai dit, il ne faut pas marquer toi le nom du président. Il me dit, je ne peux pas vous dire, vous n'êtes pas collègue, il m'a dit. C'est la première fois que je vois ça. Tu n'es pas de l'autre côté, toi? Oh, moi, je suis du côté du peuple. Mais pour lui, vis-à-vis de son jugement à lui. Je suis à rien, moi je suis les policiers libre. Ils obéissent aux ordres, on leur donne des ordres. Voilà, mais par contre, je dis, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas marquer? Il a dit qu'il ne peut pas, mais par contre, il sait qu'est-ce qu'il ne faut pas marquer. Ah ouais. Hein? Ben, Marc, il s'en est rendu compte de ça quand il s'était. Ouais, qui s'occupe plutôt de Macron, hein, qui tient des propos incohérents. Alors, moi je lui dis, il ne faut pas marquer le nom du président. Non, mais. Alors, il n'a pas répondu. Qui traite les dirigeants d'un pays d'une bande de cons, il n'y a pas de problème pour la police française. Hein. Non, mais la police française, elle ferait bien de s'occuper du Maroc, qui est le premier producteur de cannabis au monde, et qui déverse, le monde entier le sait, toute sa merde sur l'Europe, mais on dit rien au Maroc. Hein. Il ferait bien, les policiers français, il ferait bien de s'occuper de la City à Londres, qui est tous les financiers le savent, une grande blanchisseuse d'argent sale. Hein. C'est toujours pareil, suivant que vous soyez puissant ou misérable. La femme de La Fontaine. Lina, elle m'a dit la même chose que toi. Elle m'a dit, mais tu sais quoi, si eux, ils ont rien,
que Oui. toi, on est solvables, on est travailleurs, alors que les dealers, les machins, Oui, oui, ils oui. ont rien C'est toujours ici. pareil, on s'en prend toujours après les petits. Hein. Aux travailleurs surtout, aux gens, les gens qui bossent, le peuple. Voilà. les PME qui sont asphyxiés C'est par ça. les impôts et les charges. Hein. Moi Voilà. j'ai payé l'URSSAF pendant 44 ans. Ah non, mais tu c'était. connais. Non, mais les 44 PME, ans. et en plus les PME, ce sont les seules entreprises qui créent des emplois, parce que les grosses boîtes ne créent plus d'emplois maintenant. Hein. Elles paient les dividendes gros dividendes aux actionnaires, elles délocalisent, elles n'embauchent pas, enfin elles embauchent très peu. Et là, je vais dire encore un truc pour ma paroisse, c'est que moi ça fait 15 ans que je milite pour les taxis, mais la preuve, au bout de 15 ans que je milite et que je vois plein de petits jeunes qui ont l'âge de mon fils et qui étaient dans la manif aux invalides et qui me disent je suis né en 2002-2003 comme mon fils, et que je leur dis ben moi ça fait 15 ans que je suis là dans la rue depuis 2009, faites le compte, et ben on n'a pas bougé d'un. Au contraire, ça s'enfonce encore plus. Donc ça veut dire que moi j'avais raison d'être là. Donc s'ils me coupent la tronche, même moi ils peuvent me mettre une balle dans la tête, ça ne me dérangera pas. Moi je peux me regarder dans la glace, j'ai fait le mal à personne. Au contraire, je veux le bien pour tous, le bien pour le plus grand nombre, pour les travailleurs, pour que les jeunes travaillent. Mais là, tu vois qu'est-ce qui se passe. T'as vu les taxis, comment ils ont gueulé la semaine dernière, hein? Tu l'as vu, t'as regardé un peu, vu? Ben, j'ai eu vent, mais j'ai pas vu de... Sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos comme ça, et voilà. Donc ça n'a pas bougé. On s'en pose de plus en plus. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on voulait les déplacer, qui ne s'était pas laissé faire, je crois. Oui, non, après, on leur avait dit 4 jours, mais comme ils ont venu de toute la France, les taxis. Maintenant, c'est toute la France qui monte à Paris. On leur a dit demain, vous ne pouvez pas venir aux Invalides, il faudra aller cours de Vincennes, près du zoo, là-bas. Alors les taxis connaissent bien Paris, ils ont dit non, on ne va pas au zoo. On n'est pas des animaux. Ah ouais, symbole, ouais. Ah ouais. Voilà, donc parce qu'on est des animaux. D'ailleurs, il paraît que... Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Droit de l'homme et du citoyen. Il y a les hommes et nous, les citoyens. Les citoyens, ça veut dire que nous, on est pareil. Nous, les droits de l'homme et du citoyen, on dirait qu'on est de deuxième zone, quoi. Sous l'égide de l'être suprême aussi. Voilà, c'est ça. Nous, on est de deuxième zone, quoi. On est rien, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Eh oui, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Et tout au long du XXe siècle, des gens se sont battus pour conquérir des droits, hein, parce qu'il faut relire Zola, il faut relire Victor Hugo, la condition du peuple au XIXe siècle. Il faut penser aussi à Spartacus. Spartacus, bien sûr. Des gens se sont battus pour des droits sociaux, des droits de liberté. C'est votre manif. Ça y est, nous y allons. Merci, allez. Salut.